Merci Jonathan, merci à tous d'être venus, et merci à vous quatre d'être là. On l'avoue, on ne pensait pas vous réunir sur une même scène. Franchement, on s'est dit que ces derniers temps, c'était assez dur de réunir les 4 responsables de parti de la NUPES. Vous avez eu un anniversaire à fêter, il n'y a pas eu vraiment de bougie d'anniversaire. La rencontre au sommet, comme on avait dit, a été tenue secrète. On en a eu un peu des échos dans la presse et c'était un peu tendu. Donc on avait envie, parce qu'à Libération, on fait parler aussi toutes les gauches, on essaye de vous rapprocher, de trouver des convergences entre les différentes familles de la gauche, de vous avoir sur une même scène pour discuter. On a pas mal discuté aussi du sujet entre nous, et on a voulu axer sur la question de la crédibilité et de la radicalité, puisque c'est quelque chose qui vous traverse, que vous mettez en avant souvent dans vos débats, dans vos programmes, et c'est une question, on le sait, qui va être au cœur des 4 prochaines années, d'ici la présidentielle de 2027. Donc merci à vous, et on va en savoir plus sur ce qui est de cette union. Donc voilà, comme on disait, crédibilité, radicalité, c'est peut-être pas la bonne dualité, mais en tout cas c'est un débat qui traverse. Demande de propositions radicales, en tout cas de transformation radicale dans un certain nombre de domaines, évidemment sur le plan écologique, sur le plan social, sur le plan de la vie démocratique. Ça, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut peut-être aller un peu plus fort, plus loin. Et souvent, quand on discute avec les uns les autres, il y a beaucoup de communs qui se dégagent au sein des différentes forces qui composent la NUP. On a publié ce matin dans le journal donc une enquête via Voice qui vient montrer que c'est pas tant la question de la radicalité des propositions qui est mise en cause, mais plutôt la capacité à incarner une alternance crédible. Le travail de s'imposer comme la principale force d'opposition est plutôt reconnu, notamment dans les luttes, évidemment. Mais c'est vrai que si on se base sur la simple séquence des retraites qui vient se finir, on peut dire que la gauche était en première ligne sur le côté politique et syndical dans la rue, sur le côté politique à l'Assemblée, et que pourtant le constat qu'on fait, et que beaucoup font, qui est assez déprimant, c'est que voilà, la force politique qui semble un peu tirer les marrons du feu à court terme, c'est plutôt le Rassemblement national, très absent des débats à l'Assemblée, très en retrait dans ce sujet-là. Donc voilà, c'est régulièrement, vos cultures politiques n'ont pas toujours été les mêmes. Le principe d'une union, c'est aussi de venir avec sa singularité et ses différences. Donc voilà, est-ce que déjà c'est quelque chose qui régulièrement vous interroge, cette idée de la crédibilité versus la radicalité, ou alors c'est, j'allais dire, une formule de journaliste et qu'en fait c'est beaucoup plus simple que ça? J'ai envie de poser la première question à Manuel Bompard. Vous venez d'une famille politique qui a beaucoup porté le thème, par exemple, de radicalité concrète. D'abord, merci de l'invitation. Contrairement à ce que vous avez dit en introduction, bonjour à toutes et tous, et contrairement à ce que vous avez dit en introduction, c'est pas difficile de nous réunir. On a l'habitude de travailler ensemble. Et pour défendre mon camarade Olivier, si Olivier a eu quelques instants de retard, c'est parce qu'aujourd'hui, par exemple, pour ceux d'entre nous qui étaient parlementaires, on s'est battus ensemble à l'Assemblée nationale, en commission des affaires sociales, pour faire en sorte qu'on puisse avoir le droit, la semaine prochaine, de pouvoir examiner la loi d'abrogation pour ramener l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Et on l'a fait ensemble, en se coordonnant, en déposant des amendements ensemble, en organisant nos prises de parole ensemble. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de difficulté. On a bien sûr des débats, on a bien sûr des discussions. Mais depuis 1 an de la constitution de la NUPES, on travaille de concert à l'Assemblée nationale, et quand on a des débats, on est capable de les avoir. Donc aucune difficulté, bien sûr, à nous réunir ensemble. Pour revenir à la question que vous avez posée, moi je conteste l'opposition dans les termes entre la crédibilité et la radicalité. Je ne considère pas que pour être crédible, il faut être moins radical, et que si on est trop radical, on n'est pas crédible. Tout simplement parce que si on vient au sens de ce que veut dire la radicalité, c'est-à-dire prendre les problèmes à la racine, j'ai plutôt le sentiment qu'aujourd'hui on est confronté à des sujets, on est confronté à des défis sur lesquels la radicalité est une obligation. En matière climatique, par exemple, tous les rapports du GIEC vous disent que, en gros, si vous voulez rester dans le cadre des accords de Paris, vous avez maintenant plus que quelques années, 2-3 ans,
pour inverser la courbe et faire baisser à l'échelle mondiale les émissions de gaz à effet de serre. Si vous voulez remplir cet objectif, vous avez intérêt d'être radicaux. Parce que si vous n'êtes pas radicaux, vous ne serez pas en capacité de remplir ces objectifs. Et considérer que ce ne serait pas crédible de le faire reviendrait à considérer qu'il est crédible d'imaginer qu'on puisse continuer à vivre dans un monde dans lequel il y a un réchauffement climatique de 3 degrés, de 4 degrés, de 5 degrés. Moi, ça, je pense que ce n'est pas du tout crédible d'imaginer que nos sociétés elles peuvent continuer à exister dans un monde avec un réchauffement climatique de 3, 4 ou 5 degrés. Donc, il me semble que la radicalité aujourd'hui, elle est bien évidemment et bien nécessairement une obligation d'un point de vue programmatique. Parce que les questions auxquelles on est confronté, elles sont d'une gravité extrême et elles nécessitent un changement qui est radical. La deuxième question, c'est est-ce que cette radicalité, elle n'est pas populaire ou elle nous empêche d'être crédibles? Alors, puisque vous avez publié un sondage ce matin, je vous ai fait une petite compilation de sondages. 62% des Français ont une mauvaise opinion du capitalisme. 70% des Français considèrent que notre modèle économique est incompatible avec la protection de l'environnement et la lutte contre la crise climatique. 78% des Français expriment le souhait de voir la société se transformer. 93% désireraient revoir en partie ou complètement le système économique et sortir du mythe de la croissance infinie. Je pourrais en faire d'autres. 59% des Français soutiennent l'action des syndicats pour bloquer le pays contre la réforme des retraites. Sondage Odoxa, février 2023. Donc, être radical n'empêche pas d'être populaire. Et la question qui est posée à la NUPES aujourd'hui, c'est de savoir si elle est effectivement crédible pour incarner une alternative, c'est-à-dire savoir si un certain nombre de Françaises et de Français qui aujourd'hui se désintéressent de la chose politique, élection après élection, considèrent que finalement ça ne sert à rien de se déplacer, ça ne sert à rien d'aller voter parce que c'est toujours les mêmes politiques qui sont mises en place, se disent « Ah là, il y a peut-être quelque chose où cette fois ça peut marcher ». Cette question de crédibilité, justement, elle vous est posée aujourd'hui. Vous avez du mal à incarner cette alternative. J'y répondrai après, mais je crois que j'ai terminé mon temps de parole, alors je laisse les autres parler. Premier temps de parole, évidemment. Non, Marine Tondelier, donc voilà, c'était évoqué par Manuel Bompard, mais sur votre cœur de métier, même si l'écologie politique ne se résume pas à la lutte contre le réchauffement climatique, la radicalité, c'est quelque chose qui ne vous gêne pas non plus. Est-ce que vous partagez ce constat de dire les circonstances, de toute façon, demandent de la radicalité, la crédibilité même passe par la radicalité, si je comprends ce que dit Manuel Bompard, ou est-ce que vous entendez que peut-être dans l'idée de rassembler de plus en plus largement, parfois ça peut aussi être une difficulté? Je trouve que le débat entre radicalité et pragmatisme me fatigue toujours un petit peu. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas un monde comme ça, binaire, avec des gens qui sont tout radicaux, des gens qui sont tout pragmatiques, et puis au milieu, il n'y a personne. En fait, la réalité, c'est qu'on est tous traversés, chacun de nos mouvements, et même chacun de nous. Moi, je dis souvent, je suis écologiste, donc radical et pragmatique, les deux en même temps. Je vous donne quelques exemples. Le premier, c'est que tu as parlé d'étymologie un peu du terme, c'est un terme botanique au début, la radicalité, ça veut dire racine et ça veut dire aller au cœur, à la source des problèmes. C'est exactement la définition de l'écologie, donc j'ai pas de problème avec le mot radicalité, j'ai un problème avec la manière peut-être dont il a pu prendre une connotation péjorative. Mais pragmatisme aussi, ça a pris une connotation péjorative, puisqu'on a l'impression que pragmatisme, on voit François Hollande qui dit la finance est mon ennemi et qui à la fin fait la déchéance de nationalité. Enfin, j'ai l'impression que les deux sont devenus des repoussoirs, alors que la réalité c'est que nos parcours politiques s'inspirent des deux en même temps. Je vous donne un autre exemple, c'est quand on parlait de mon mouvement qui est souvent caricaturé et parfois qui le mérite, moi j'essaie souvent d'être lucide, mais on disait en gros il y a Sandrine Rousseau, elle est radicale, et Yannick Jadot, il est pragmatique. Bah oui, mais sauf que Sandrine Rousseau, sa vie d'avant, c'était être vice-présidente d'université, on peut se dire c'est très pragmatique comme mode d'action, et Yannick Jadot, sa vie d'avant, c'était d'être activiste chez Greenpeace, de prendre des risques y compris juridiques et d'être sur écoute parce que EDF l'avait demandé. Et donc, c'est pour vous montrer que chaque écologiste est à la fois radical et pragmatique. Et puis, dernier exemple, moi, je considère souvent qu'être radical, c'est peut-être être pragmatique parfois avant l'heure. Quand René Dumont, en 1974, premier candidat écologiste à la présidentielle, montre son verre d'eau en disant « cette eau est précieuse et bientôt nous en manquerons », la moitié de la France se moque de lui, en disant « ok, merci, vous pouvez reprendre votre monsieur, s'il vous plaît, parce qu'il est en train de raconter n'importe quoi ». Et la réalité, c'est qu'on s'apprête cet été à vivre exactement ce qu'il disait. Donc voilà, moi je m'inscris en faux un peu par rapport à ça, et je considère surtout que ceux qui veulent classer les gens,
que ce soit quand ils s'adressent aux écolos ou au sein de la NUPES en disant lui il est radical, ils sont pragmatiques. En fait, les gens qui veulent nous classer, qui parlent des écolos de la NUPES, veulent nous diviser et donc nous affaiblir. Et donc moi, je revendique que je suis écologiste et je ne suis pas là pour me qualifier de radical ou pragmatiste ou animaliste ou écoféministe. Je suis tout ça en même temps. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est en train de faire, vous savez, les états généraux de l'écologie, où on invente un nouveau mouvement qui, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus dans la NUPES, il y a la NUPES, on fait partie de cette coalition, je le dirai et je le redirai autant de fois que vous voulez l'entendre, mais on fait notre part en disant, le pôle écolo, comme Fabien avec le Parti communiste, comme Olivier avec le Parti socialiste et comme... Emmanuel avec la France Insoumise, chacun doit renforcer aussi ce qu'il est pour que la coalition à la fin soit plus grande. Et donc nous, on fait notre part avec l'écologie et d'une manière qui nous ressemble, c'est-à-dire démocratie participative, etc. On fait un questionnaire très large, il y a déjà plus de 30 000 réponses, où on demande aux gens, ça vous intéresse de faire ce mouvement avec nous, venez nous dire ce que vous attendez. Et il y a une des questions qui est, en gros, de quelle manière ce mouvement devrait se positionner. Et on propose 15 adjectifs, dont radical, dont pragmatique. Il y a très peu de réponses, c'est pas ça qui accroche. Les principaux mots qui ressortent, c'est pédagogique, 51%, c'est fédérateur, et donc on montre bien qu'en fait, les gens ont aussi besoin de faire ensemble, et c'est valable, je pense, aussi au sein de la NUPES, en disant, on a compris vos différences, mais allons-y. Et puis, il y a mobilisateur et enthousiasmant, qui est aussi le troisième mot qui revient. Tout ça pour vous dire que les écologistes ne se définissent pas avant tout comme « je suis plutôt radical ou pragmatique », et que je pense que c'est un débat, on aime bien... le mettre en scène, ce débat en France, mais très sincèrement, je ne pense pas que les gens à gauche et chez les écologistes soit se disent c'était super François Hollande et si on recommençait exactement pareil. Je pense que tout le monde a été traumatisé. Moi, je peux vous dire que quand vous étiez à la Bastille, moi j'étais jeune à l'époque, du coup j'avais le même âge que Manuel, et une partie de nous y a cru en disant voilà, nous, c'était notre 81 à nous, quoi. Et en fait, la déception, elle est pire. La déception est pire quand t'attendais quelque chose. Que Macron, on est très déçus, mais on n'attendait rien. Hollande, on attendait vraiment beaucoup en tant que jeune à l'époque. Et ça, plus jamais, en fait, on fera. Et je pense que tout le monde est d'accord dans cette salle là-dessus. Mais après, se dire, on va taper sur des casseroles pendant 3 mandats de plus, on ne peut pas se satisfaire de ça. Et je pense que personne dans cette salle non plus. Donc la réalité, c'est que... Fédérateur et rassembleur, c'est évidemment des mots qu'on va utiliser aussi, je vous rassure. Mais en fait, on veut gagner et gouverner ce pays et changer la vie vraiment, ce qu'on fait déjà dans beaucoup de villes écolos. Et vous voyez nos maires écolos, quand je vois Léonore Monconduit à Poitiers, qui a gagné cette ville à 30 ans, elle est très radicale dans sa manière de faire et très pragmatique quand elle est maire. Et on a beaucoup d'élus qui sont comme ça et on change déjà la vie de millions de Français dans les villes écolos. Et donc, en fait, je pense qu'il faut arrêter de caricaturer la vie politique entre un débat entre ces deux pôles radicaux et pragmatiques. Fabien Roussel, pour gagner, est-ce qu'il faut être radical ? C'est pas la bonne question. On est au moins d'accord là-dessus. C'est bien, on arrive à vous faire parler d'une seule voix. Mais non, mais agréable. Bon, et moi, j'ai jamais cru en 2012 que ça allait être la teuf. Oui, mais moi, j'étais jeune. Tu peux me laisser ça. Mais je comprends. Vous participez au gouvernement et nous, pas longtemps. On n'a pas participé. Et nous, on a dit, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Olivier était content. Je crois que Manu était pas content. Voilà. Bon, c'est bien, maintenant on est tous d'accord. Voilà. Au moins on a progressé. On retiendra ça. Au moins on a progressé. Non, moi, le mot radical, je m'y retrouve pas. Bon, après, c'est la question que vous posez, donc je vais y répondre. Mais radical, je l'associe plus à une forme d'action radicale, voilà. Je me considère plus comme révolutionnaire. La révolution, oui. La radicalité, c'est pas, on se définit pas, nous communistes, comme radicaux et comme si c'était la forme, le sens que l'on devait prendre. Manu l'a dit tout à l'heure, nous vivons dans un régime politique, économique, un système économique, le capitalisme, qui broie autant les êtres humains qu'il abîme la planète. Et on est aujourd'hui dans une crise grave où les hommes et les femmes sont à bout et où les ressources sont à bout aussi. Et avec une crise de ressources grave. Et donc on doit sortir de ce régime. On doit sortir du capitalisme et mettre en place un nouveau système économique, démocratique. Parce que ça ne va plus. Les gens le perçoivent. Le sondage cité par Manu l'exprime. Et donc, on doit réussir ensemble à bâtir un nouveau système économique qui nous permettra, ensemble, de répondre aux besoins humains,
de mettre les richesses que nous avons au service de cette révolution écologique que nous devons à tout prix mettre en œuvre, et c'est urgentissime. Et c'est pour ça que changer de système politique, mettre en place un nouveau système démocratique, c'est une révolution. Il ne faut pas avoir peur des mots. Moi, je n'ai pas peur de dire qu'il y a besoin d'une révolution dans notre pays, en Europe. Alors, c'est radical. On peut dire que c'est radical, une révolution. Une révolution, c'est radical, plutôt. Mais je préfère parler de révolution. Derrière révolution, il y a un sens politique, il y a une histoire, parce que la révolution, on l'a déjà faite. On a réussi à abolir la monarchie. On a déjà réussi à nous débarrasser du nazisme. On réussira bien à sortir du capitalisme. Et ça nécessite une révolution pour mettre cette révolution au service de l'être humain et de la planète. Olivier Faure, pendant longtemps, quand un socialiste entendait parler de révolution ou de mettre à bas le capitalisme, au mieux, il levait les yeux au ciel et souvent, il n'était pas vraiment dans les salles où ça se disait. Ça n'a pas l'air de vous interpeller plus que ça. On a suivi le travail d'inventaire du quinquennat Hollande, qui a été l'acte fondateur de votre prise de pouvoir au PS. Comment vous vous situez aujourd'hui dans cette... souvent, vous étiez le socialiste, c'était le modéré de la bande à gauche, quand même, globalement. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un rougissement socialiste ou c'est toujours rose? Mais, puisque Fabien ne cite plus Karl Marx, je vais le faire moi-même. Ça a changé. Eh oui. Et donc, Karl Marx disait, être radical, c'est saisir les choses à la racine. Et moi, je suis pour prendre les choses à la racine. Qu'est-ce qui est radical, qu'est-ce qui ne l'est pas? Je ne sais pas. Est-ce que, quand la gauche met en place, avec Ambroise Croizat, ministre communiste à la Libération, met en place les retraites, c'est pas radical, ça? Mais pourtant, on l'a fait. On l'a fait pourquoi? Parce qu'on croyait qu'effectivement, un monde nouveau était possible. Alors même que depuis des millénaires, depuis l'origine du monde, depuis l'Homo sapiens, vous n'aviez jamais eu personne qui s'était mis au repos après avoir une carrière complète, ou une carrière incomplète, peu importe, enfin en tout cas, après avoir travaillé toute sa vie, qui pouvait vivre simplement à attendre chaque mois une pension. Mais les congés payés, c'est pas radical, les congés payés? Vous ne croyez pas que ça a été une révolution, un bouleversement dans l'histoire du monde? Il y a tellement de pays où, quand on s'arrête de travailler, on n'est pas payé. Quelle histoire! Vous allez être payé alors que vous ne faites rien? Bon, et maintenant, on en est même arrivé à créer le RMI, devenu RSA, c'est-à-dire qu'on accepte de donner de l'argent à des gens qui n'ont même pas de travail. Des gens qui sont au chômage, on les paye. C'est pas radical, ça? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est radical au sens péjoratif du terme? Est-ce que ce sont les gens qui sont à l'Assemblée Générale de Total comme actionnaires et qui viennent se rendre complices d'une prédation de la planète? Ou est-ce que c'est au contraire les gens qui sont devant et qui disent « arrêtez le massacre » Où est la radicalité positive et où est, au contraire, la radicalité prédatrice? Je prétends que nous avons, nous, la gauche, ensemble, vocation à transformer le monde. Nous ne sommes pas là simplement pour poser des rustines. On n'est pas là simplement pour dire « oui, c'est pas si mal, on va faire quelque chose un peu mieux, etc. » Non, on est là pour transformer le monde. Et c'est ce qu'on a fait depuis un siècle. Alors, il y a des épisodes qui sont plus ou moins réussis, on est d'accord. Et contrairement à ce que vient de dire, en fait, Fabien, moi, je n'ai pas été toujours heureux pendant le quinquennat de François Hollande, et chacun ici le sait, François Hollande le premier. Bon, mais ça ne veut pas dire que rien n'a été réalisé dans notre histoire commune. Nous avons réalisé des choses ensemble, et heureusement, parce que le monde, il est infiniment moins dur en France qu'il ne l'est dans le reste du monde. Où est-ce que vous avez trouvé un pays ou un continent dans lequel vous avez les libertés publiques qui sont garanties, une protection sociale qui est garantie, où vous avez autant de droits associés à chaque être humain? Sinon, ce territoire qui a été totalement imprégné par la gauche, et pardon de le dire, par la gauche social-démocrate aussi, et même peut-être même principalement compte tenu de son histoire électorale. Donc nous avons là, effectivement, une mission commune, une mission qui ne peut pas s'interrompre parce que nous sommes encore loin du but. Alors, parlez, si vous voulez, de radicalité, ou de révolution, ou de je ne sais quoi. Ce que je sais, c'est que nous ne pouvons plus attendre, et qu'il y a des crises que tout le monde décrit très bien,
des crises qui se multiplient. Vous avez une crise écologique, vous avez une crise sociale, vous avez une crise démocratique dont nous sommes les témoins encore aujourd'hui. Est-ce qu'on va vivre encore longtemps sous l'emprise de la Ve République, qui a été créée en 58, à un moment où c'était la guerre d'Algérie et par un général auréolé de sa gloire passée qui a réussi à imposer un régime qui est aujourd'hui un régime porté à incandescence par le président de la République et qui fait de nous, en réalité, les otages d'un pouvoir solitaire qui ne s'appuie sur rien ni personne, mais qui avance tranquille et qui peut avancer pendant 5 ans sans que personne ne l'arrête. Eh bien, ça suffit. Et c'est ce que nous devons faire ensemble maintenant. Donc, on entend quelque chose, une petite musique commune, ça c'est assez net. En même temps, on se rend compte que, alors par nature, on va être injuste pour vous faire réagir, mais souvent l'épouvantail Macron ou l'épouvantail du pouvoir, qui est évidemment un sujet majeur et qui n'est pas à balayer, mais est ce qui vous rassemble de façon le plus naturelle, le constat d'un certain nombre d'urgences aussi, globalement, quand on vous entend, et en même temps, même pour nous qui sommes quand même des observateurs assez attentifs, on a le sentiment que vous ne mettez pas l'essentiel de votre énergie à mettre sur la table. Vous dites, nous, la gauche. Nous, franchement, on ne défend pas autre chose. On ne dit pas quelle gauche ça doit être, mais on se fait l'écho du fait que dans le peuple de gauche, les sympathisants de gauche, s'il y a bien quelque chose qui rassemble, c'est la volonté d'union, la volonté d'avancer ensemble. Donc, ça ne veut pas dire la négation des différences, la négation des cultures historiques des uns et des autres, mais c'est vrai qu'on a toujours une difficulté à identifier le commun. Et c'est vrai que peut-être que c'est le prisme des familles que en permanence passer son temps à affirmer sa différence, réaffirmer sa singularité. Mais voilà, est-ce que vous entendez ce commentaire qui est un peu lancinant de dire elle est où la proposition commune de nous la gauche, intelligible, compréhensible, 600. Enthousiasmante. Il y en a 600. Voilà, c'est peut-être le problème aussi, quoi. Donc il y a un cadre qui est la NUP, qui a été créé dans un contexte particulier où globalement c'était considéré par les sympathisants de gauche comme la meilleure solution. Et voilà, Lilian le disait au début, le premier anniversaire n'a pas été un moment de célébration absolument enthousiasmant. Ça existe, ça c'est un acquis, tout le monde en est conscient. Et justement, est-ce que ces 600 propositions, est-ce que ces 600 propositions sont toujours sur la table? Est-ce qu'il faut les revoir? Est-ce qu'il faut en sortir quelques-unes qui marquent aussi l'opinion publique? Je prends juste la question des retraites, on sort là-dessus. Il n'y a pas eu de proposition commune de vous quatre sur qu'est-ce qu'on fait demain si vous arrivez... Ça va pas recommencer. Oh non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Allez-y, Fabien. Il y a, non, mais faut il y a les 60 ans tout de suite ou les 60 ans comme objectif. Non, il fallait lire l'Humanité. Non, c'est pas vrai. Ouais. Non. Là, c'est de la publicité un peu... Non, c'est pas vrai, Lilian. Non, mais parce que, je le dis devant Manu et devant Olivier d'ailleurs, parce qu'à l'Assemblée nationale, on a mis en place, on a travaillé ensemble dans un groupe qui réunissait y compris nos collègues sénateurs. Et donc, il y avait les 3 groupes de gauche du Sénat, les 4 de l'Assemblée nationale. On a travaillé ensemble sur des propositions communes à défendre ensemble et avec un projet de réforme progressiste des retraites. Il y a besoin d'une réforme des retraites. Donc, un retour à 60 ans Oui, l'horizon des 60 ans, il est inscrit dans notre projet. Et Olivier Faure, vous êtes d'accord avec ça? Laissez parler. Merci. Non, parce que déjà tu me piques Karl Marx, alors si en plus... C'est juste l'occasion de gagner 5 minutes, hein, on y reviendra forcément. Hein. Et Ambroise Croizat, etc. Mais heureusement qu'il y a les communistes pour que tu puisses... Allez-y, Fabien. Mais donc, on a travaillé ensemble, on avait les mêmes arguments pour attaquer la proposition de réforme du gouvernement, et en même temps, on a fait des propositions sur la manière dont on pouvait plus utiliser les richesses produites par notre travail pour les mettre au service d'un régime de retraite par répartition, plus solidaire et répondant aux besoins d'aujourd'hui, réparer les inégalités femmes-hommes, réparer les carrières longues, réparer les métiers pénibles, faire en sorte de partir plus tôt jusqu'à 60 ans. On en a débattu. On ne part pas du même niveau. Si on était tout seul au pouvoir, on n'aurait pas forcément la même réforme, mais ensemble, au gouvernement, on saurait mettre en place une réforme progressiste des retraites qui ferait partir plus tôt les Français en retraite et avec de meilleures pensions. On se l'est dit, et ça, on l'a, on est clair là-dessus. On a porté pendant tout le débat, et on continue de le faire aujourd'hui, l'idée que la réforme des retraites que nous défendons, nous, elle repose sur l'emploi et sur les cotisations sociales.
Et c'est complètement à l'inverse de ce que propose le Rassemblement national. Et je dis ça parce que dans votre sondage, vous mettez que c'est le parti qui sortirait en tête pour les sonder. Dans la présentation, on a dit qu'ils ne le méritaient pas, hein, quand même. On est d'accord là-dessus. Et le Rassemblement national, sa proposition, c'est rien d'autre que la proposition du MEDEF. C'est augmenter les salaires en supprimant les cotisations sociales. Et en supprimant les cotisations sociales, il tue la sécurité sociale. C'est la proposition du MEDEF. Supprimer les cotisations sociales, ce que propose le Rassemblement national, c'est la proposition du MEDEF. C'est un parti libéral. Et nous sommes les représentants des forces progressistes qui portons un projet progressiste de réforme des retraites. Et là-dessus, on est carré. On a fait près de 200 meetings ensemble. On a bossé ensemble, on a fait des meetings ensemble, on a défilé ensemble. On peut pas nous faire ce procès-là. Non, mais c'est pas un procès déjà, mais c'est juste un commentaire. Non, mais en tout cas, on peut pas dire qu'on a été divisé là-dessus. Non, mais c'est juste pour dire, est-ce que vous faites quand même le constat que, alors que 93% des actifs étaient contre la réforme, vous avez quand même passé beaucoup de temps à expliquer pourquoi vous étiez contre, ce qui a été légitime dans ce temps politique, et que quand même, quand on sort de ce moment-là, c'est pas sûr que le message soit absolument très bien passé de quelle est l'alternative crédible, rassembleuse, portée par la NUP de façon unitaire, à l'unisson. Si je peux me permettre juste une chose, rapide là-dessus, c'est parce qu'on s'est aussi dit une chose, si on veut gagner sur cette réforme des retraites, si on veut gagner, est-ce qu'on fait une campagne contre la retraite à 64 ans ou est-ce qu'on fait une campagne pour la retraite à 60 ans? Et qu'est-ce que c'est dit l'intersyndicale? On s'oppose à la réforme des retraites Macron, ou est-ce que chacun en défend son projet de retraite? S'ils avaient fait ça, il n'y aurait pas eu d'intersyndicale. Chez eux, c'était encore plus bien. Brillant, oui. Eh bien, nous avons fait le choix de nous mobiliser fortement contre cette réforme de retraite. Et nous avons battu le pavé, organisé des meetings contre cette réforme de retraite, ce qui ne nous a pas empêché de travailler sur des propositions communes. Et je dis ici, sauf si mes camarades me disent le contraire, que nous, au gouvernement, demain, nous serons d'accord pour mettre en place une réforme des retraites progressiste. Donc 5 minutes de gagner pour non, l'idée c'est pas de stigmatiser les uns les autres, c'est juste que quand vous vous interrogez sur ce sujet-là, la formulation elle est toujours un tout petit peu plus nuancée en disant 60 comme un objectif, pas 60 comme on arrive au pouvoir, notre urgence c'est de faire voter la retraite à 60 ans. La configuration politique du Parti socialiste, qui reste un peu plus complexe que la moyenne, c'est qu'il n'y a pas un... Je dis les choses vraiment gentiment. Hein. Oui, c'est bien. Non, mais du coup, voilà, on ne peut pas dire que ce soit d'un bloc sur 60 ans tout de suite, c'est plutôt un marqueur des insoumis, des communistes, voire des écologistes, et le PS fait le chemin vers cette proposition commune. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'encore une fois, on se fait des néo-cerveaux pour des choses qui sont beaucoup plus simples, et dans ces cas-là, c'est une bonne nouvelle de le dire? Où vous en êtes? D'abord, je vous rappelle que 60 ans pour l'âge de la retraite, c'est Mitterrand. Voilà. Et que, y compris le Parti socialiste, quand on est passé à 62 ans, la direction de l'époque avait dit, quand nous reviendrons au pouvoir, nous repasserons à 60 ans. Donc, je suis dans les pas historiques de François Hollande. De François Mitterrand. Des deux. Ah oui, d'accord. Puisque l'un comme l'autre... Moi, bêtement, je me basais sur le programme présidentiel d'Anne Hidalgo, mais c'est une parenthèse. Ouais. L'un comme l'autre ont... L'un mis en place la retraite à 60 ans et l'autre prévu d'y revenir. Donc, je me place dans cette continuité historique en disant qu'effectivement, il y a des professions pour lesquelles 64 ans, même 62 ans, c'est déjà impossible. Et que je ne mets pas sur le même plan celui qui est journaliste et qui adore son métier avec celui qui est au marteau-piqueur, celui qui est dans les frigos à Rungis, celui qui est éboueur, qui ont des métiers qui sont différemment pénibles. Vous avez des métiers qui peuvent être parfois pénibles quand vous avez à interviewer les politiques, mais ce n'est pas la même pénibilité que celui qui est en réalité confronté au monde du travail le plus brutal. Donc, moi, ce que je plaide, c'est qu'il y ait une différenciation entre les métiers et que nous ne partions pas avec la même durée de cotisation selon qu'on ait un métier qui soit pénible ou pas. Avec une butée d'âge qui peut être 60 ans, ça ne me gêne absolument pas, parce qu'en réalité, eh bien, il faut distinguer d'abord entre les professions. Maintenant, je voudrais répondre à la question de Lilian sur qu'est-ce qu'on fait du projet que nous avons adopté ensemble au mois de mai dernier. La réalité, c'est que ce projet nous a portés et que nous en sommes comptables puisque nous avons toutes et tous été élus dessus. Mais la réalité aussi, c'est que nous avons réussi une performance en multipliant par 2,5 ou 3 le nombre de parlementaires de gauche à l'Assemblée, mais nous avons aussi
perdu. Et donc, ça suppose que nous puissions nous remettre en cause en permanence et que nous puissions aller chercher les idées nouvelles qui ne viennent pas simplement de nous. La gauche, ça n'est pas simplement les partis politiques que nous représentons. La gauche, c'est aussi les ONG, c'est aussi les syndicats, c'est aussi les citoyens qui continuent à réfléchir parfois, souvent en dehors de nous, et qui cherchent à donner un débouché politique à leurs revendications. Et donc, nous devons être ce réceptacle-là. En ce sens-là, nous devons nous élargir encore. Nous n'avons pas fini. Ça n'est pas... il y a une gestion de notre propre croissance, et nous devons, comme dirait l'autre, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon, nous devons faire mieux. Parce que moi, je ne suis pas partisan simplement de revenir à chaque fois en faisant 30, 31, 32. Non, la prochaine fois, il faut gagner. Donc, pour gagner, il faut s'élargir, aller chercher les gens qui aujourd'hui se demandent « Mais qu'est-ce qui fabrique ces quatre-là? Est-ce qu'il y a un espoir avec eux ou est-ce que c'est complètement foutu ?» Si c'est foutu, ils iront voir ailleurs. Et c'est le moment, parce qu'on n'en a pas encore parlé, sans doute, il y en avez-vous parlé depuis ce matin, mais la réalité quand même, c'est que nous sommes confrontés à un défi qui est un défi incroyable sur le plan politique. Quand vous voyez tous les pays en Europe qui basculent progressivement dans le nationalisme, imaginez ce que ce serait si la France, à son tour, basculait. La France, pas simplement... Je ne vais pas citer d'autres pays pour ne pas être désobligeant, mais vous imaginez que la France, pays fondateur de l'Union européenne, puisse demain basculer à l'extrême droite, ce que ça pourrait déchaîner comme énergie négative dans toute l'Europe. Nous sommes confrontés à ça, et c'est la raison pour laquelle notre union, elle est indispensable, et c'est la raison aussi pour laquelle nous devons continuer à nous élargir pour pouvoir faire mieux, effectivement, et demain, non pas simplement témoigner, mais gagner. Justement, Manuel Bompard, ce programme, il est issu en très grande partie du programme de Jean-Luc Mélenchon, qui a fait le plus gros score des personnes autour de la table, en tout cas des partis représentés à la dernière présidentielle. C'est un programme qui s'appelle l'Avenir en commun, qui a aussi peu évolué entre 2017 et 2022. Est-ce qu'il doit évoluer, comme le dit Olivier Faure, et dans quel sens? Heureusement que notre objectif à tous, c'est de gagner. Et pour gagner, il faut prendre le pouvoir au niveau national. Et donc, pour gagner et prendre le pouvoir au niveau national, il faut se présenter ensemble aux élections. Et pour se présenter ensemble aux élections, il faut se présenter avec un programme. Et bien évidemment, la prochaine fois qu'auront lieu des élections nationales, on ne va pas se représenter avec exactement le même programme qu'aux élections précédentes. Donc, si la proposition, c'est de mettre en place un travail pour faire en sorte que notre programme, on l'améliore, on l'approfondisse, on l'enrichisse du travail qu'on en fait ensemble à l'Assemblée nationale, c'est une proposition qui est de bon sens. Elle est évidente. Bon, donc oui, bien sûr qu'il faut le faire. Mais plus généralement, d'abord, vous avez dit, vous n'êtes pas identifié sur des éléments de contenu. J'ai quand même envie de vous dire, ensemble, on s'est battu à l'Assemblée nationale pour la taxe sur les super-profits. Ensemble, on s'est battu à l'Assemblée nationale pour augmenter le SMIC à 1 600 €. Ensemble, on s'est battu à l'Assemblée nationale pour bloquer les prix sur les produits de première nécessité. Ensemble, on s'est battu à l'Assemblée nationale pour la rénovation thermique des logements. On a même fait voter ensemble des amendements avec plus de 10 milliards d'euros pour l'efficacité énergétique des bâtiments. Ça, on l'a fait ensemble. Ensemble, on est pour la 6e République. Ensemble, on est pour rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune en mettant une composante climatique. Donc, on n'a pas de problème à être identifié sur des sujets de bataille ensemble. Maintenant, la question que vous posez, c'est qu'est-ce qu'on fait de la NUPES? D'abord, moi, je dis ici que le bilan de la NUPES est un bilan positif. Tout n'est pas parfait, mais c'est un bilan positif. Oui, il y a 1 an de ça, juste avant les élections législatives, si on s'était réunis dans la même salle et si on avait dit on va constituer le programme de la NUPES, on va faire 26% des voix aux élections législatives, on va gagner le premier tour et on va faire élire 150 députés, je ne suis pas sûr qu'il y aurait beaucoup de personnes ici qui l'auraient cru. Et pourtant, on l'a fait. On l'a fait. On a gagné le premier tour des élections législatives. On a fait un résultat qui est un résultat correct, un bon résultat. Alors, ça n'a pas suffi à gagner, d'accord. Mais depuis 1 an, on a travaillé ensemble. Donc, la question qui nous est posée maintenant, Olivier dit « faites mieux ». Ok, je suis d'accord. Mais la question, c'est comment? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Moi, ma thèse, c'est ce que je défends, et tu as repris ce terme et ça ne me dérange pas du tout. La question qui nous est posée maintenant, c'est comment on fait pour faire mieux? Bon, ma thèse, ou en tout cas ce que, avec mes collègues de la France Insoumise, on essaye de défendre, c'est l'idée que pour qu'on fasse mieux, il faut que la NUPES, ça ne soit pas seulement un accord parlementaire à l'Assemblée nationale ou un accord électoral du passé, mais il faut que ça soit
un mouvement politique dans lequel chacun conserve son identité, sa singularité, son organisation politique, mais qui se bat ensemble sur des batailles qui existent dans la société, qui se structurent localement, qui mènent la bataille idéologique, qui multiplient les échanges avec les intellectuels, les syndicalistes, les ONG dont a parlé Olivier. Et c'est ça que moi j'appelle... Moi j'avais parlé d'une nouvelle étape de la NUPES, certains parlent d'acte 2 de la NUPES, les termes que vous voulez. Mais si on veut faire en sorte d'être à la hauteur de ce défi, c'est-à-dire de passer de 26 à 27, à 28, à 29, pour être majoritaire, pour gagner, alors il faut qu'on fasse en sorte de mener la bataille dans la société, pas uniquement à l'Assemblée nationale. Et il faut qu'on le fasse ensemble. Et puis, il faut aussi, et j'assume même si je sais que c'est un sujet qui fait débat entre nous, je pense aussi que pour être crédible, il faut faire en sorte que notre coalition, ça soit une coalition qui apparaisse de manière stable. Pas qui, en fonction des échéances électorales, parfois est plus ensemble, ensuite est ensemble, venir aux européennes, parfois est pas ensemble. Mais je parle pas que des européennes. J'ai compris la subtilité Je parle pas que des européennes. On va venir Non, là. je parle pas que des européennes. Je parle de toutes les élections jusqu'aux prochaines élections nationales, avec des singularités des uns et des autres. Ça ne veut pas dire nier nos singularités. Mais si on veut apparaître comme une alternative qui est une alternative crédible, où les gens se disent c'est là l'espoir pour tourner la page de Macron et faire en sorte que ce ne soit pas l'extrême droite qui l'emporte, il faut que ce soit identifié. Pas qu'à chaque élection, on soit obligé de recommencer le travail en disant non, en fait, on est d'accord, mais la fois d'avant, on n'était pas d'accord, mais cette fois, on est d'accord. Parce que ça, c'est pas crédible. Voilà ce que je pense. C'est pourquoi je pense qu'il faut avancer maintenant et passer aux travaux pratiques sur l'approfondissement de la NUPES, et c'est ce que je souhaite, et j'espère qu'on va y arriver dans les prochaines semaines. Alors, quand même... Donc, de façon assez logique, ça nous amène quand même vers la question des européennes, mais pas que. Mais juste un tout petit point, c'est quand on dit approfondissement, il y a une des difficultés, donc encore une fois, peut-être que c'est l'écume, mais c'est de dire que le rapport de force, qui n'est pas quelque chose de sale, qui est simplement quand des forces politiques décident de se mettre ensemble, elles ne sont pas toutes à égalité quand la situation politique issue des élections a pointé un certain nombre de scores. Il se trouve que issu des législatives, issu de la présidentielle, le rapport de force était nettement favorable à Jean-Luc Mélenchon et les siens, donc aux Insoumis. Ça pose régulièrement un sujet qu'on appelle ça hégémonie, qu'on appelle ça domination, que vos adversaires politiques appellent ça soumission. Moi, je ne suis pas là pour choisir quel est le bon terme, sachant que soumission ne paraît pas être le bon terme, mais en tout cas, cette hégémonie ou cette domination qui est... On l'entend beaucoup quand même. Donc, est-ce qu'il y a aussi un rééquilibrage à faire? Et c'est aussi ça que porte un certain nombre de forces politiques au sein de la NUPES en disant « laissez-nous aller chacun de notre côté aux européennes » et vous verrez qu'en fait, on pèse plus ou moins chacun la même chose et qu'après, voilà. Est-ce qu'il y a quand même une entente en disant « oui, on sait, on était plus fort, ça a permis aussi d'être moteur et sans la bonne volonté, ou en tout cas la volonté des Insoumis, il n'y aurait pas eu de NUPES, sans la bonne volonté des autres acteurs de la NUPES, il n'y aurait pas eu de NUPES non plus. » Mais voilà, où est-ce qu'on en est? Est-ce que le rapport de force de 2022, c'est immuable, c'est comme ça, et c'est un peu la logique macronienne de l'élection donne un chèque en blanc pendant 5 ans, ou est-ce que, parce que justement le principal enjeu, c'est l'acquis et l'élargissement et l'agrandissement, les Insoumis sont capables d'ouvrir un peu le jeu? Mais alors... Ça va vous agacer, je sais. Hein. Non, ça m'agace pas du tout. Alors tant mieux. Et je pense même avoir déjà répondu à cette question à plein de reprises. Je dois être un Quand nous proposons d'avoir des listes communes de la NUPES aux élections sénatoriales et nous disons que la France Insoumise propose peut-être qu'elle ait 1 ou 2 sénateurs, j'ai pas l'impression qu'elle fasse preuve d'hégémonie. Quand on propose d'aller vers une liste commune aux élections européennes et qu'on dit que, y compris la question pour nous de la tête de liste, elle est clairement discutable et qu'il n'y a pas de sujet sur ce sujet, j'ai l'impression de répondre un petit peu à votre question. Pas faux. Bien évidemment, personne n'a l'intention, parce que je veux dire, la coalition n'a du sens que si elle ne se réduit pas à une seule organisation politique. Si je souhaitais que la NUPES, ça soit la France Insoumise, je vais vous dire, je ne m'encombrerais pas. Je présenterai des candidatures de la France Insoumise, ce serait plus simple. Donc pour qu'on arrive à travailler ensemble, il faut bien évidemment que chacun ait sa visibilité, que chacun à son tour porte la coalition. Donc certains pourraient le faire aux européennes, et puis après on va arriver aux élections municipales. Et aux élections municipales, dans un certain nombre de communes, il y a des maires communistes, des maires socialistes, des maires écologistes. Et bien évidemment, c'est eux qui porteraient la coalition à ce moment-là. Donc je veux dire, ce sujet n'est pas un sujet, si vraiment on discute entre nous, en prenant l'ensemble des échéances et en se disant notre cap c'est de gagner, notre cap c'est de prendre le pouvoir, et face à ça on a un certain nombre d'échéances intermédiaires, comment on les passe ensemble. Voilà, moi c'est ça la proposition que j'ai mise sur la table dans nos discussions, et j'ai pas de problème à la mettre sur la table publiquement aussi. Normalement ça va vers Marine Tondelier là.
Oui, mais alors moi je veux bien être la seule femme de tout le débat, mais je veux bien qu'on me pose les questions sur le projet aussi, parce que du coup tout le monde a eu la question sur les 600 propositions et sur ce qu'on faisait sur le projet. On l'a tous porté, j'étais également candidate dans une circonscription un petit peu plus difficile. Une réponse en 2 temps, alors. Il ne vous échappera pas, mais c'est vrai qu'on a été élus sur ces 600 propositions, qu'on a menées. Moi je suis très fière de la bataille qu'on a menée sur les retraites ensemble. Je vais vous dire, ces meetings dont tu as parlé, on était tous ensemble et franchement on passait des bons moments, que ce soit sur l'estrade ou dans la salle, je le dis. Je trouve qu'on a ferraillé tant qu'on pouvait et que c'est sûr que l'attitude de Marine Le Pen, elle est plus simple. Marine Le Pen, elle agit en vautour. Alors je fais attention quand je dis ça parce que j'ai des collègues écologistes naturalistes qui m'ont dit que c'était diffamatoire pour les vautours de dire que Marine Le Pen était un vautour et que les vautours étaient des animaux très importants. C'est un animal certes opportuniste mais qui contribue à l'équilibre des écosystèmes. Je ne sais pas si Marine Le Pen contribue à l'équilibre des écosystèmes, mais en tout cas, elle a une attitude opportuniste d'attendre en fait la charogne et de se précipiter au bon moment dessus. Je sais, c'est ce qu'elle a fait avec ma ville, avec le bassin minier du Pas-de-Calais. Elle est rodée, un coup à Lens, Béthune, etc. Puis quand il se trouve que mon maire, Hénin Beaumont, a été mis en examen avec 18 chefs d'inculpation, elle s'est dit « Ah, là, good point », et elle est arrivée pile au moment sur sa proie. C'est ce qu'elle fait avec les retraites. Elle nous laisse nous débattre avec les macronistes parce qu'ils sont absents en hémicycle et que vous voyez bien que sur les débats retraites, ils ont déposé moins d'amendements que Renaissance. C'est-à-dire qu'ils avaient moins de choses à contester au projet de réforme que les députés de la majorité eux-mêmes. Que dans le mouvement social, on ne les a pas vus, qui se tiennent bien discrètement tapis dans l'ombre, prêts à surgir au bon moment. Et c'est sûr que j'ai vécu, je pense comme beaucoup de monde, un moment vertigineux le 1er mai en rentrant de ces manifs et en voyant à la télé les images de son rassemblement au Havre où elle avait l'air présidentiable. Il y avait cette femme, la future candidate en 2027, et je me disais, parce que moi je défendrai la NUPES aussi longtemps qu'il le faudra, et je serai pas juste une partisane, mais je serai artisane, je ne sais pas si ça se dit en genre tout chez les Verts, du fait qu'on y arrive, parce que je veux qu'on gagne en 2027. Je ne me résous pas, comme je pense une grande majorité de Français, à devoir choisir entre l'héritier que je sera choisi de macronisme et Marine Le Pen. Mais voilà, il faut se rendre à l'évidence de ce qui nous distancie. Et je pense que les 600 propositions qu'on a, on sait que dans quelle précipitation ça a fait. Je ne dis pas ça pour dire je veux rayer celle-là et en ajouter une autre. Je vous dis juste que quand on prépare ce qu'on prépare à gouverner, ce que disait Manuel, d'ici 2027, on a 4 ans et qu'évidemment, pendant 4 ans, il faut qu'on anime aussi le travail des idées et pas juste les nuits pendant 12 jours dans un local parce qu'il faut conclure un accord, mais en associant la société et peut-être même que les difficultés qu'il ne faut pas nier qu'on peut avoir parfois quand on discute juste entre partis, peut-être qu'on les surmonte beaucoup plus facilement en associant des syndicats. Voilà. Et donc je pense que la méthode qui est proposée d'ailleurs par Olivier est la bonne et qu'on propose aussi dans cette coopérative dont on parlera peut-être tout à l'heure quand on parlera de 2027. Moi, je ne vois pas comment on fait autrement. Je pense que même que c'est urgent et que ça nous permet de reparticiper au débat d'idées, mais pas en essayant de se dire on va faire 600 propositions, tout le monde va tout comprendre, vous allez voir, abracadabra, mais peut-être aussi en s'irriant, en trouvant les 2-3 idées qu'on martèle pendant 3 ans. Là, ça a été les retraites mécaniquement, mais c'était un combat en défense. On a quand même marqué quelques buts en démontrant les mensonges au secours du gouvernement, en démontrant aussi que quand on a lancé le sujet tous ensemble sur les milliardaires, qu'en fait on voulait bien nous expliquer pourquoi, se défendre sur leur sujet, mais pourquoi eux ils nous expliquaient pas pourquoi ils prenaient pas plutôt l'argent là, et y compris Pisani-Ferry maintenant qui dit que c'était une bonne idée alors qu'on passait encore pour des gens complètement idéalistes il y a 3 mois. Donc on voit bien qu'on a fait progresser aussi la bataille des idées, que nous ne soyons pas crédités en termes de sondage ils ont réussi la séquence retraite. Bah voilà, on est triste, mais je pense qu'on va surmonter ça, n'est-ce pas? Et puis surtout, la question c'est comment on réussit mieux la séquence suivante en choisissant 2-3 combats là où pour le coup on marque des buts. Si on joue qu'en défense, on gagne jamais. Donc sur les retraites, on a fait ce qu'il y avait à faire et c'est pas fini, je le maintiens. Mais maintenant, il faut réussir dans ces 600 propositions et tout le travail dont moi je suis extrêmement fière qui se passe à l'Assemblée avec toute l'équipe de la NUPES réunie, de choisir les 2-3 combats qu'on martèle pendant les 3 années à venir. Manuel Bompard, j'ai parlé projet, je suis contente. Maintenant, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez sur les européennes. Manuel Bompard pose une bonne question. Est-ce que c'est crédible pour la NUPES d'aller à 4 listes différentes à l'élection européenne l'année prochaine? Alors... on retourne dans le Nord. Dans les 600 propositions, et on a suivi les négociations. Il y avait une liste européenne commune. Non, mais la question européenne a plutôt été mise de côté, même si il y avait l'idée qu'entre désobéir ou sortir, il y avait dans la sémantique, on trouvait des points de convergence. On ne peut pas dire que la question de la convergence sur les questions européennes était absolument tranchée par ces nuits. Non, mais voilà, et pour le coup, c'est la question qui se pose. Ça aurait été les municipales, on poserait d'autres questions. Et a priori, chez les écolos, on entend quelques voix. Pourquoi Marine Tondelier, vous refusez l'offre
de Manuel Bompard. L'offre amicale. On l'a pas inventé, quoi. Non, mais les choses sont très simples. Premièrement, oui, on a voulu faire un accord, et je vais vous dire, si les écologistes avaient dit on ne signe pas l'accord de la NUPES parce qu'on n'est pas d'accord sur les européennes, ça n'avait aucun sens. Donc on a fait en sorte... Moi, je vais vous dire, j'étais pour faire comme avec les socialistes en 2012 sur Notre-Dame-des-Landes. J'étais pour acter le désaccord. C'est pas ce qui a été retenu par mes collègues qui voulaient vraiment que ça aboutisse. Je pense que tout le monde avait envie d'y arriver. On y est arrivé pour faire un programme présidentiel. Faire un programme présidentiel ensemble, ça ne veut pas dire être d'accord sur tout forever. Par exemple, avec Fabien Roussel, on n'est pas d'accord sur le nucléaire. C'est pas grave, ça ne nous empêche pas de faire plein de choses ensemble. Si on devait écrire ensemble un programme commun pour toute la vie du monde où on se mette d'accord à vie sur le nucléaire, sûrement qu'on n'y arriverait pas, même en y passant beaucoup plus que 12 jours. Il y a déjà eu la gauche plurielle avec des... Exactement, c'est ça que je veux vous dire. C'est que par contre, se mettre d'accord sur un contrat de coalition, par exemple comme le propose le Parti Socialiste, en disant si on était au gouvernement ensemble pendant 5 ans, qu'est-ce qu'on fait sur les retraites, qu'est-ce qu'on fait sur le nucléaire, ça, on serait bien obligé de se mettre d'accord et on y arriverait. C'était pareil sur les européennes au moment de l'élection présidentielle et législative. Et il n'y a pas de problème. Maintenant, on parle des élections européennes. Les choses sont très simples. On est dans la Ve République, ça a été dit tout à l'heure, qu'il y a un vrai problème démocratique. Je fais une petite insiste parce qu'on a parlé tout à l'heure, imaginez si l'extrême droite arrive au pouvoir. On a une excellente députée européenne, Gwendoline Delbos-Corfield, qui travaille beaucoup sur la Hongrie, elle est rapporteure sur la Hongrie, et qui a fait, ça lui a inspiré un rapport, elle a fait courir un stress test aux institutions sur si un pays est gagné par l'extrême droite, elle prend tous les pays d'Europe, comment les institutions résistent. Et le pays qui échoue le plus au stress test, c'est la France. Je vous le dis parce qu'on est là, on est en France, on est tranquille, c'est pas l'Europe de l'Est, je sais pas quoi. On est un pays dont les institutions, par les gouvernements successifs et par l'exercice du pouvoir, ont été préparées à des choses qui seraient quand même très très compliquées si l'extrême droite arrivait au pouvoir. À l'inverse, on serait une démocratie parlementaire, peut-être ce serait déjà arrivé. On peut aussi discuter là-dessus, mais c'est pas le cas. Ok, on fera le débat une autre fois si vous voulez bien. En tout cas, on nous demande, à corps à cri, les gens ont raison de le faire et on partage ce truc-là. Moi, ça fait 15 ans que je vous l'avais dit que je combats le Rassemblement national, donc évidemment qu'il n'y a pas de sujet là-dessus. Et on nous demande aux socialistes, aux insoumis, aux écologistes et aux communistes de se mettre d'accord sur une candidature commune pour 2027. Je ne trouve pas ça normal démocratiquement, en vrai. C'est-à-dire que dans un pays comme la France, où c'est l'élection présidentielle, la maîtresse des élections, celle auxquelles les gens tout d'un coup s'intéressent, peut-être avec les municipales, mais c'est la mère de toutes les élections, et on demande à un parti politique de peut-être ne pas pouvoir ou devoir présenter de candidats à cette élection. Je ne sais pas si vous imaginez le sacrifice qu'on demande aux partis politiques. Moi, j'ai répondu à cette question. J'ai dit que j'étais prête, et les socialistes l'ont fait aussi. Je n'ai pas dit il n'y aura pas de candidat écologiste à la fin. J'ai dit je suis prête à qu'il y ait un candidat unique à la gauche et aux écologistes, et que je ne fais pas d'un préalable du fait qu'il soit écologiste. Je ne sais pas si chacun mesure la force de faire ça pour un parti politique, le sacrifice que ça demande pour plein de militants, et que ce n'est pas un truc simple. Mais sur les européennes, on ne vous demande pas de vous effacer, justement. Je vous le dis parce que la Ve République et la présidentielle, c'est une élection, vous le savez, à 2 tours, avec un scrutin uninominal. Aux européennes, on n'est pas dans ce scénario-là. C'est un scrutin, d'ailleurs, que nous, on revendique pour un maximum d'élections, un scrutin proportionnel, à 1 tour, c'est-à-dire que personne n'empêche personne d'être au 2e tour, vu qu'il n'y en a pas, et où on dit souvent, voilà, c'est le bulletin du cœur, on vote ce qu'on a envie, on n'est pas là complètement traumatisé à se dire, c'est une des seules élections où on peut faire ça, voter ce qu'on a envie de voter, et pas être dans des calculs permanents à 4 bandes. Et je trouve dommage que, y compris nous-mêmes, on ait 5e républicanisé cette élection européenne. Nous, quand on est écolo, l'élection européenne, c'est déjà la seule élection où on peut parler de l'Europe. Et quand on s'appelle Europe Écologie Les Verts, c'est quelque chose d'important pour nous, pas juste parce qu'on est des amoureux béats de l'Europe, mais parce que les défis auxquels on fait face, et notamment le défi climatique, biodiversité, etc., santé environnementale aussi, ces sujets n'ont pas de frontières. Ces sujets n'ont pas de frontières, et par ailleurs, quand on parle par exemple de déforestation, voilà, on dit tout ce qu'on consomme chaque jour produit la déforestation. On pourrait se dire qu'en France, on est très fort, qu'on va faire des mesures quand on gagnera en 2027 avec la NUPES. Sauf que ça ne suffira pas. C'est au niveau européen qu'on peut bien avoir le bon levier, puisque l'Europe est le 2e importateur mondial derrière la Chine de produits causant de la déforestation. Pareil sur le protectionnisme industriel, je sais que Fabien, tu étais encore ce matin sur le dossier de Valdune qui fabrique des roues de train en France, quand on nous dit oui, mais il y a plein d'industriels qui nous disent mais nous on veut bien avoir plus de normes environnementales, contrairement à Macron qui dit stop, là on arrête tout, c'est trop compliqué. Eux ils disent nous on veut bien, c'est juste qu'on veut que ce soit juste et qu'il n'y ait pas de dumping environnemental. Qui peut protéger du dumping environnemental en faisant une taxe carbone aux frontières? C'est pas la France toute seule, c'est l'Europe. Donc l'Europe fait partie de la solution et pas du problème. Le seul moment où on peut en parler, c'est dans les élections européennes, et moi je suis triste, sincèrement, que depuis des mois, on ne vienne me parler d'Europe que pour me parler de petites tambouilles électorales de stratégie,
et pas du fond du problème, de ce que l'Europe peut apporter ou pas. Et c'est bien, ça montre bien qu'on a une différence d'approche de cette élection. Moi, quand j'entends dire, oui, bah, ensemble, on fera 10 points de moins, mais c'est pas grave, 10 députés européens de plus ou de moins, ça change quoi? Bah, ça change que ça peut faire basculer la coalition européenne d'un côté ou de l'autre. Et donc, je dis pas ça pour dire, moi, j'ai raison, les autres ont tort. Je vous dis juste que ça affecte les écologistes, la manière dont ce débat est amené depuis quelques semaines. Et donc, par rapport au débat sur la NUPES, va-t-elle survivre, etc., franchement, il faut arrêter de raconter ça. La NUPES, on a parlé des acquis sociaux tout à l'heure, la NUPES est un acquis politique. Elle existe, peut-être qu'elle changera de nom, peut-être qu'il y aura des gens même en si plus elle est ou en divisée aux européennes, elle perdurera. continuera derrière. Évidemment, puisque nous sommes une coalition et que regardez autour de nous dans les autres pays, parce qu'il n'y a pas que la France en fait dans le monde, et ailleurs les gens font des élections intermédiaires, ils font autre chose et ils survivent. Même les gens qui gouvernent ensemble. En Allemagne, les Verts, ils sont au gouvernement. On ne vous dit pas que c'est simple non plus d'ailleurs, c'est même loin de l'être, mais c'est acquis pour tout le monde, même personne n'a posé la question, ni en privé ni en public, au fait, les Européennes, on est ensemble. C'est évident pour tout le monde que les Européennes, c'est un scrutin des Européennes et que les gens partent sur leur couleur parce que nous siégeons dans des groupes différents qui portent des choses différentes, pas surtout évidemment, mais parfois des choses substantielles sur certains sujets. Et c'est même pas de ça dont j'ai envie de débattre. On va pas passer un an à expliquer nos différences. Il y a plein de choses qui nous rassemblent, c'est là-dessus qu'il faut insister. Mais dans le cadre des Européennes, oui, on ne pense pas la même chose, pas vote par vote au Parlement européen par ailleurs, mais de ce qu'on attend de l'Europe. Et je pense qu'il faut respecter ça. Par ailleurs, moi je vous le dis, quand on dit il y a un problème tondelier, c'est elle qui veut pas, vraiment, qu'est-ce qu'elle est méchante, on va lui mettre la pression, elle va changer d'avis. C'est se tromper de problème. C'est pas moi qui pense ça. Non, mais je le lis dans la presse. Oui, c'est pas moi qui pense ça toute seule. Il se trouve qu'on est un parti qui fonctionne de manière très démocratique. Alors on peut trouver que des fois les Verts c'est le bordel, il se trouve que là en l'occurrence pas trop sur ce coup-là, et que 90% des personnes au Congrès ont voulu ça. C'est un vote de chaque militant de chaque région qui a voté pour envoyer des délégués qui ont voté pour ça. Donc moi je veux bien tout d'un coup dire en fait on m'a mis la pression donc j'ai changé d'avis, désolé les copains, ça ne marche pas comme ça. Et c'est pas juste un problème des militants écologistes, si c'était que ça le problème, on sait le résoudre, on se parle, c'est un problème de nos électeurs. Non, mais ça, Et moi, je vous le dis très très clairement. Je veux bien parce que, je sais pas quoi, on m'aurait mis la pression et je craque tout d'un coup en disant « Ok, je suis pas convaincue, mais j'en peux plus de me faire embrouiller sur les réseaux sociaux, donc je craque, reddition. » On fait cette liste NUPES avec un tête de liste écolo. On a fait le sondage. Il y a eu plusieurs sondages. Il y a eu un sondage du JDD qui, pour moi, est sur une hypothèse imaginaire. Il y a une liste NUPES. On n'a pas son vide dessus, alors. Ouais. Non, mais il y a une liste NUPES et il n'y a rien d'autre. Oui, mais nous, on sait, Olivier et moi, on sait exactement ce qui se passe s'il y a une liste NUPES. Il y a une liste écologiste, alors ce ne sera pas Europe Écologie Les Verts, mais il y en aura une. Je peux même déjà vous dire qu'il y aura dessus. Et je pense qu'Olivier peut vous dire à peu près pareil sur la liste socialiste. On a les noms, tout ça, je les ai encore vus ce matin. On en a croisé certains ici. Hein. Voilà. Donc, le problème, c'est que nous, nos électeurs, il y a des électeurs qui sont fans de l'Europe, du fan club de l'Europe, qui veulent voter vert. Et ils ne voteront pas pour une liste NUPES pour plein de raisons. Même peut-être des gens qui me disent aux législatives, j'ai fait l'effort, mais sur les européennes, il n'y a pas de raison. Non. Et il y a aussi des électeurs insoumis ou eurosceptiques, on va le dire comme ça, c'est pas une insulte, mais qui disent mais moi je vote pas pour le tête de liste écolo, j'arrête pas de l'écouter en débat, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Et donc plutôt que faire une démonstration de force, on fait une démonstration. Enfin, en fait, c'est pas les partis qui sont divisés, c'est les gens qui pensent pas pareil derrière dans l'électorat. Et donc, ce que je veux juste, ce sur quoi je veux juste alerter, parce que j'en ai un peu marre de passer pour la méchante qui veut diviser la NUPES, que j'ai préfiguré. En plus, on l'a fait dans les Hauts-de-France, on l'a fait, c'était pas simple, n'est-ce pas, Fabien? Au municipal à Hénin-Beaumont, j'ai toujours fait des alliances des insoumis aux gaullistes sociaux, donc je vais vous dire, j'ai pas de brevet de je sais pas quoi à me voir attribuer de je sais le faire ou je sais pas le faire. On le fait quand c'est utile, et là, on juge que ça ne l'est pas. Et si le but du jeu, c'est de faire la démonstration qu'on est tellement fort qu'on peut battre Macron et Le Pen, excusez-moi de vous décevoir, mais ça ne va pas marcher. Pas sur un scrutin européen avec les électeurs qui, avec des listes dissidentes, que même si les 4 partis ici ne le veulent pas, elles existeront quand même, parce que la nature a horreur du vide, c'est aussi une de ses caractéristiques. Et donc oui, s'il y a une liste NUPES, il y aura une liste socialiste dissidente, une liste écologiste dissidente que nous, on a sondée. Et ça veut dire qu'à la fin, la liste NUPES, même avec nos sourires, même avec notre conviction et même avec nos beaux meetings, avec ces listes dissidentes, donc dans la vraie hypothèse, elle fait 19%. Et quand vous avez fait 19%, tout mouillé, tout habillé, je vous souhaite bien du courage pour expliquer que c'est vous l'espoir pour 2027. Et ce serait vraiment dommage parce que la vérité, c'est qu'on a fait 25% aux législatives la fois dernière et qu'on doit arriver à 50 en 2027. Il y a plein de manières de le faire dont on va discuter dans la question suivante. Mais pour moi, les européennes n'en font pas partie, ce serait même plutôt l'inverse. Ce qu'il faut qu'on fasse par contre, parce que oui, on est une coalition, oui, on doit être solide, unis, solide et solidaire, c'est se mettre d'accord. C'est se mettre d'accord sur comment on fait pour que ça se passe bien, qu'on parte séparément, mais pas les uns contre les autres,
évidemment, et vous voyez, je viens de vous parler des européennes sans dire du mal de personne, sans me faire siffler par la salle, et donc ça veut dire qu'on va y arriver. Non, on se dit juste qu'il reste un petit sujet, quoi. Comme on n'a pas vocation à trancher tous les sujets, mais on sent quand même qu'il risque d'y avoir encore quelques discussions pour trouver une parole commune là-dessus. Évidemment, et c'est beau d'ailleurs. C'est super. Donc voilà, ce qu'on entend en creux, on est obligé d'avancer parce qu'après on va donner la parole à la salle évidemment. Enfin, Fabien Roussel, on va commencer par vous, mais c'est derrière, alors c'est aussi le malheur de la Ve République, c'est qu'on est en 2023 et qu'on est déjà en 2027 dans la tête, que la stratégie qu'on fait aux européennes, c'est aussi quel message on envoie dans la perspective de 2027. Donc je pense qu'on est tous lobotomisés sur ces questions-là, mais on va continuer gaillardement. Quand même, vous serez libre de la réponse, mais quand même, on a quand même cette ardente envie, ce qu'on disait au tout début, en fait, de dire que cette union qui est née dans un contexte particulier d'accords législatifs, soit l'horizon ou soit la perspective pour 2027. On sait que c'est une question récurrente. Côté insoumis, on a expliqué que à peu près à chaque candidature que c'était pas parce qu'on était unis au premier tour qu'on était plus fort au deuxième, et qu'il faut un peu le discours que vous avez sur les européennes. Chacun sa singularité, ce qui compte, c'est la perspective de se retrouver. Comment est-ce qu'on fait pour se dire que la perspective de l'Union n'a pas été une chimère et à un moment un peu suspendu, et que oui, ça peut rendre plus fort pour, si j'ai bien compris, l'objectif commun qui a été affirmé par les uns et les autres, qui est incarner une alternance de victoires pour que ce ne soit pas un match retour, un énième match retour entre l'héritier du macronisme et l'héritière Le Pen. Vous pouvez prendre un petit détour pour dire ce que vous vouliez dire avant, mais il faut quand même qu'on arrive à la salle à un moment. Oui, je vais faire court, je suis plutôt d'accord avec Marine. Voilà. Donc, c'est très bien résumé. Mais vous ne faites pas la deuxième partie de la question sur 2027. Est-ce qu'il faut une candidature unique ? Mais vous vous rendez compte que mais les gens se posent la question. On est en 2023. Ouais, mais d'accord. Ça fait 1h30. On a 1h30 de débat, 2 heures, je sais pas combien. On a fait 20 minutes sur la situation sociale et on bascule sur les élections de 2027. Non, mais c'est ça, moi, qui me donne de l'urticaire. Non, mais si c'est ça, mais c'est bien pour ça qu'on n'est pas crédible vis-à-vis des Français. Enfin, on est en train de parler d'élections de 2027 et vous dire, mais c'est nul. Moi, on ne gagnera en 2027 si on gagne aujourd'hui. On gagnera en 2027 si on gagne aujourd'hui. Si on gagne aujourd'hui sur les retraites, quelles initiatives on prend ensemble encore avec l'intersyndicale? Comment on arrive à aller plus loin que ce que l'on a fait jusqu'à maintenant? Comment on arrive à avoir des victoires sur des questions sociales, sur des questions écologiques, sur des sujets que l'on porte ensemble? On a besoin de victoires sociales, on a besoin de victoires dans les luttes aujourd'hui, on a besoin d'être unis au-delà de ce que nous sommes, nous les 4 forces politiques. On a besoin d'arrêter de parler des élections pièges à cons. Enfin... C'est 2027, les élections présidentielles, et on va déjà ici de se faire de la masturbation intellectuelle. Non, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Il me semble que ça traverse l'esprit des responsables politiques aussi, mais c'est sûrement juste un défaut des journalistes. Écoutez, moi, je trouve ça un peu facile. Mais bon, c'est tout. Mais moi, je vous dis ma réponse. Voilà, moi, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est pas ça. Enfin, vous avez vu ici ce que disent votre sondage. Ah, oui, pas mal votre sondage. 19% des sondés désignent la NUPES comme la première force d'opposition à Macron, loin derrière les 33 du Rassemblement national. Le pouvoir d'achat, seuls 12% des sondés accordent leur confiance à la NUPES pour s'y attaquer. L'éducation, seuls 11% à la NUPES, derrière le RN, 15%. On n'est pas au niveau. On doit se dire qu'on n'est pas au niveau. Comment voulez-vous qu'on se dise, tout va bien, on va aller aux élections présidentielles tous ensemble et il suffit d'avoir un candidat commun et c'est gagné. Ben non, je dis que non. Non, c'est pas ça. Non, la question qu'il faut travailler. C'est la question que vous me posez. Moi, je vous dis, prenons du temps. Prenons du temps de discuter. On a fait 12 tables rondes aujourd'hui pour évoquer toutes ces thématiques-là. Après, on peut penser que tout se passe ici et qu'on peut juger l'intérêt des questionnements. C'est pas vrai que la question de 2027 n'est pas dans vos esprits aux uns et aux autres. On peut faire le procès du questionnement en disant c'est vous qui nous en c'est un peu facile. Mais que nous y pensions. Que forcément, on est ça... à l'ordre du jour de nos travaux dans les années qui viennent, parce que ça arrive vite, 3 ans, d'accord. Mais pour nos concitoyens, par rapport aux problèmes d'aujourd'hui dans notre pays, on doit consacrer notre temps et notre énergie à réussir à empêcher ce gouvernement de mettre en place cette réforme, l'empêcher à continuer à saccager nos services publics et notre industrie. On doit réussir à obtenir des moyens pour nos hôpitaux publics. Enfin, on a un président de la République, il y a 3 jeunes policiers morts
dans un accident de voiture. Il y a une infirmière tuée par un malade atteint de troubles psychiatriques. Il y a un maire qui a failli mourir incendié dans sa maison par l'extrême droite. Et on a un président qui dit décivilisation. Et ça passe crème. Enfin, et on ne va pas s'en prendre, nous, justement, au fait que les services publics reculent partout dans le pays et qu'aujourd'hui, on a des personnels qui sont abandonnés dans nos hôpitaux, dans nos écoles, des maires qui sont à l'abandon. Le maire de Saint-Brévin, quand il prend la parole, on y était. Notre pote. On y était. Non, mais le maire de Saint-Brévin, il accuse nommément le sous-préfet, le préfet, le procureur de la République. Enfin, Dieu, si c'est nous qui avions dit ça, on nous aurait traité de tous les noms, d'ailleurs, de factieux. Mais les problèmes sont là, devant nous. On doit être fort dans l'action, dans l'unité, unis dans l'action, ensemble, avec le mouvement associatif, le mouvement social, les syndicats, avec les Français, et élargir notre base beaucoup plus. C'est pas avec ce qu'on pèse aujourd'hui qu'on peut se projeter sur 2027. Admettons qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore au niveau, on a progressé, mais on a encore beaucoup de progrès à faire. Et c'est ça qu'on doit faire. Et nous considérons, nous, au Parti communiste français, que les progrès, nous devons les faire dans les luttes que nous devons mener, que nous avons à mener aujourd'hui avec le monde du travail, avec les salariés, avec la jeunesse, sur les priorités qui sont les leurs. Et c'est ça qui doit qui doit nous faire converger. C'est là-dessus qu'on doit mettre l'essentiel de notre énergie. Sinon, si on croit que la solution passe par les élections en 2027 ou par des listes communes aux élections européennes ou aux élections présidentielles, en disant et en théorisant que le seul moyen de gagner, eh ben on va perdre. On n'y arrivera pas. Si nous voulons gagner, nous devons réussir à convaincre beaucoup des millions d'électeurs qui aujourd'hui ne vont plus voter. C'est ça d'abord. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que j'explique dans mon livre, que j'ai écrit après les élections présidentielles et législatives, on a atteint un plafond de verre. On ne va pas au-delà des 25-26%, tout mouillé, quand on fait des candidatures communes, des listes communes, des candidats communs. On ne gagne jamais avec ce niveau d'influence-là, jamais. Donc, comment nous faisons chacun dans nos responsabilités, et y compris avec nos sensibilités différentes, et avec des programmes différents sur certains points. L'électorat écologiste, c'est pas le même que l'électorat communiste. Ça, c'est sûr. Et en même temps, Fabien Roussel, on a beaucoup à convaincre chacun. Ces électorats, il faudra les rassembler d'ici 2027. Mais l'union et le rassemblement, on sait le faire. Quand on fait le programme commun dans les années 70 pour gagner en 81. D'où ma question sur 2027. Il y a un programme on n'a pas entendu. Il y a un programme commun. Il y a un programme commun, il y a des candidats différents aux élections présidentielles et il y a une victoire de la gauche. En 2012, il y a un accord avec deux forces politiques. D'accord, mais heureusement qu'il y a Jean-Luc Mélenchon en 2012 pas vraiment qui vient faire la pour l'avoir pointe pour la interrogé victoire déjà François là-dessus. Hollande. Vous êtes, vous, pour une candidature unique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence que vous avez avec Fabien Roussel là-dessus? Une phase de timing. Fabien s'y rangera, mais il n'a pas encore complètement... Comment ça, je m'y rangerai? Non, mais depuis quand c'est toi qui dis ce qu'on fait chez nous? Non, je dis tu viens pas de le convaincre de jamais le faire, là. J'espère, en tout cas, que tu t'y rangeras, parce que de toute façon, je pense que la pression à l'unité, après 10 ans de macronisme, et avec une menace qui est celle de l'extrême droite, elle sera d'une puissance que personne n'imagine. Que tous les électeurs de gauche voudront une championne ou un champion qui les emmène au second tour cette fois-ci. Pas 3 fois absent du second tour. Et pas 3 fois avec une défaite qui serait une défaite humiliante, et surtout une défaite qui engagerait là pour longtemps, en fait, la France sur une voie qui peut être une voie totalement mortifère. Et donc, oui, je suis partisan d'une candidature unique à l'élection présidentielle en 2027. Ça n'est pas suffisant. Il faut bien sûr travailler sur le fond. Bien sûr, être les plus pertinents sur tous les sujets que vous avez évoqués. Mais il y a aussi une condition préalable, c'est que dans ce qu'on appelle aujourd'hui la tripartition de la vie politique, l'extrême droite, la droite libérale, la gauche, chacun pesant approximativement un tiers des voix. Et la réalité, c'est qu'Emmanuel Macron lui-même n'a fait que 28%. Et ensuite, c'est grâce au barrage républicain qu'il est devenu président de la République, et puis cette mécanique infernale de l'élection présidentielle
Et la 5e qui fait que dans la foulée d'une élection présidentielle, généralement, mais cette fois-ci c'est un peu raté, eh bien le président trouve une majorité législative. Et donc moi je souhaite effectivement qu'on y parvienne et qu'on puisse ne pas laisser la place. Bismarck disait dans un accord à 3, il ne faut pas être le 3e. C'est exactement ça. Notre problème, c'est de ne pas être les 3e. Donc, il faut y arriver. Comment est-ce qu'on y parvient? Moi, je propose, mais l'idée de libre parcours, et d'autres l'ont reprise ou ont eu la même intuition que moi. Moi, je souhaite que nous puissions d'abord aboutir à un contrat de coalition qui nous permette de dire ce que nous ferons ensemble sur 5 ans. Comme tout à l'heure l'a dit Marine, pas sur un millénaire. Sur un millénaire, tout se justifie et ça fait maintenant plus d'un siècle que communistes et socialistes se sont séparés au congrès de Tours. Moi, je suis resté avec Léon Blum et Fabien est parti avec Maurice Thorez. Donc, chacun n'a pas tout à fait réussi à revenir sur ces séquelles de l'histoire. Mais ce que je sais, c'est qu'on peut se mettre d'accord sur ce qu'on fera pendant 5 ans ensemble au pouvoir. Et sur cette base-là, une fois que le contrat il est rempli, ben, on sait que le candidat ou la candidate, il fait 25% minimum. Mais comment on le désigne? Et donc vient la question de la désignation, et là il y a plein de formules possibles. Il y en a une première qui est celle que nous connaissons parce qu'elle a déjà été utilisée, qui est celle de la primaire, sauf que ce serait cette fois-ci une primaire de casting et non plus une primaire d'idées, puisque les idées seraient tranchées préalablement, ce qui veut dire que ceux qui perdent le casting ne perdent pas le projet. Le problème actuel, c'est que quand vous avez perdu la primaire, vous avez le gagnant prend tout. C'est-à-dire qu'il a l'incarnation et il a le projet. Et donc, vous avez des gens qui se parjurent, vous avez des gens qui font plus campagne. Non, donc le projet dans le marbre avant même la désignation. Ensuite, vous désignez quelqu'un. Vous désignez quelqu'un, à partir du moment où vous savez que vous avez un accord de coalition, ce quelqu'un, il fait, ou cette quelqu'une, fait minimum 25% des voix. Voilà. C'est donc... moi aussi, je puisse rire. Pas mal. C'est pas mal. Pas mal. Mensonger, mais pas mal. J'espère qu'on peut faire une démonstration un peu différente. Mais justement, si je fais un petit détour, pour dire simplement très petit. Hein. Très petit. Franchement, il y a un an, vous m'auriez dit, avant le mois d'avril 2022, qu'un jour, je serais dans la même coalition que Manuel Bompard et Jean-Luc Mélenchon, je vous aurais dit, arrêtez de vous foutre de ma gueule. On n'y aurait pas cru non plus. Voilà. Et... nécessité faisant loi. Il en a fallu des pizzas le soir quand même, hein, pour arriver à ça. Pas seulement des pizzas, c'est aussi une prise de conscience. Pas tout. Merci. On dira pas tout, voilà. Mais la réalité, c'est que l'union, le rassemblement, c'est forcément compliqué. C'est forcément des efforts à réaliser pour chacun d'entre nous. Autrement, nous serions dans le même parti. Et donc, un accord de coalition pour commencer, ensuite une primaire casting, ou alors une convention citoyenne qui permet de départager entre différents candidats, ou alors un jury populaire que nous désignerions un peu comme les jurys à l'américaine. Peu importe, moi ce que je souhaite, c'est qu'à la fin, on puisse arriver à une solution où tout le monde se sent partie prenante de cette campagne présidentielle et que nous puissions la gagner. J'ajoute un codicile. Ça supposera aussi que la candidate ou le candidat à l'élection présidentielle s'engage devant l'ensemble de ceux qui participeront à ce contrat à ne pas être Jupiter. Et dans les premiers mois de son installation à l'Élysée, qu'il fasse voter par référendum une transformation profonde de la Constitution qui permette de transférer une large part des pouvoirs qui sont aujourd'hui détenus par le président au Premier ministre et Premier ministre responsable devant le Parlement pour arriver à un régime parlementaire comme nous le connaissons dans toutes les grandes démocraties européennes. Manuel Bompard, est-ce que vous... Est-ce que vous êtes... Mais notre maladie, c'est le présidentialisme. Il y a beaucoup des questions qu'on doit se poser là. Si vous enlevez la question de l'élection présidentielle, on ne se les pose plus du tout. Donc il faut en finir avec cette maladie bien française. Mais il faut quand même la gagner pour l'enlever, la question. Justement, oui, pour la gagner, sûr. Manuel Bompard, est-ce que vous êtes d'accord avec la question de la primaire, de casting, comme vient de dire Olivier Faure? Non, c'est pas quelque chose que votre famille politique a porté. D'abord, je suis d'accord avec l'objectif. D'avoir un candidat commun. Je l'ai dit dès le début. Et j'ai posé la question de comment, d'ici à l'objectif, on essaye de faire en sorte que les étapes intermédiaires, et là où je suis d'accord avec Fabien, qui ne sont pas que des étapes électorales, faisons attention, progresser, faire en sorte que la NUPES elle soit plus forte encore dans un an qu'aujourd'hui, ça nécessite de ne pas être uniquement, de mon point de vue, ensemble aux élections.
c'est aussi d'être ensemble dans des batailles, c'est d'être ensemble dans des combats, c'est de prendre des initiatives ensemble. On l'a fait, pour partie, pas suffisamment de mon point de vue, mais c'est déjà bien qu'on l'ait fait. On peut le faire encore plus. Donc sur l'objectif, bien sûr que je suis d'accord. Après la primaire, vous connaissez nos éléments de critique sur ce sujet. C'est que si on veut faire en sorte de pouvoir gagner, alors on doit faire en sorte de convaincre un électorat populaire qui, pour une grande partie ou pour une partie significative, est de plus en plus éloigné des élections. Et on sait qu'on a toujours une difficulté, et tout ça est documenté. Il y a mon collègue Alexis Corbière dans la salle, il a même, je crois, écrit un livre sur le sujet, sur le fait que la primaire, elle joue une forme d'exclusion sociale d'une partie de la population et elle confisque, au détriment des catégories les plus intéressées à la politique, le choix du candidat ou de la candidate. Donc je dis attention, je pense qu'on peut penser, imaginer d'autres dispositifs. Et il se trouve que Olivier lui-même a mis sur la table en disant ça peut être une primaire, mais ça peut aussi être autre chose. Donc je pense qu'on peut discuter. Mais en tout cas, oui, si on veut cet objectif, il faudra bien un mécanisme de départage des candidatures. Ça, c'est une évidence. Mais je redis, je pense que si on croit qu'on va gagner juste par un mécano électoral à la dernière minute, quelques mois avant les élections présidentielles, en disant en fait, on n'a mené aucune des batailles ensemble depuis 5 ans, parce qu'on n'a pas été ensemble aux européennes, parce qu'on n'a pas été ensemble aux municipales, parce qu'on n'a pas été ensemble aux sénatoriales, mais en fait, on est super copains, on vous avait pas prévenu. En fait, on est tous d'accord sur tout, et vous allez voir, on va arriver à gagner. Je pense qu'on fait une erreur, voilà. Donc, moi, que les choses soient claires, je ne prétends contraindre personne. Chacun est libre de prendre ses propres décisions, mais dans les débats comme celui-ci, il me semble que c'est mon devoir de dire que, de mon point de vue, d'un point de vue stratégique, ce qui me semble réunir le plus de conditions pour nous permettre de gagner la prochaine fois, et la prochaine fois, je me permets de dire que ça peut être 2027, mais ça peut aussi être avant, on n'en sait rien, je pense que c'est de tracer notre chemin ensemble et de le faire à chaque occasion, tout simplement.